De performance en performance, les trois régies financières ont crevé le plafond des prévisions budgétaires du mois de mai 2022. Tenez, sur les prévisions mensuelles de plus de 1326,5 milliards de francs congolais, la DGI, la DGDA et la DGRAD ont pourvu le trésor public de plus de 1866,2 milliards de nos francs de recettes, soit un taux de réalisation de 141%. Pendant ce temps, l'Inspection générale des finances, IGF, met à contribution les acteurs de la société civile dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. C'était à l'occasion de la 7e journée d'échange citoyen à l'intention des organisations de la société civile appelées à multiplier les actions consistant à dénoncer tout acte de dérapage dans la gestion des fonds publics. Les détails de ces titres et bien d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement que vous présente Muriel Makié-Selutine. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Votre confiance renouvelée à ces magazines nous honore, mesdames et messieurs. Bienvenue au magazine Fiscalité et Développement, un trait d'union entre les contribuables que nous sommes et l'État congolais à travers les régies financières qui collectent pour le compte du Trésor public les impôts, droits, taxes et redevances dus à l'État congolais. Bonne nouvelle au niveau des régies financières. Le miracle fiscal se poursuit à la Direction générale des impôts DGI. Sur les prévisions budgétaires du mois de mai 2022, de l'ordre de 746,6 milliards de francs congolais, la DGI a mobilisé 1329,5 milliards de francs congolais de recettes fiscales, soit un taux d'exécution de 178%. La Direction générale de douanes et accises DGDA a mobilisé 297,6 milliards de francs congolais contre les prévisions budgétaires mensuelles de 372,1 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 80%. Et la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GERAD a pu donner au Trésor public 239 milliards de francs congolais sur les prévisions mensuelles de mai 2022 de l'ordre de 207,8 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 115%. Au total, sur les prévisions mensuelles de mai 2022 fixées à 1326,5 milliards de francs congolais, les trois régies financières congolaises ont mobilisé ensemble 1866,2 milliards de francs congolais des recettes avec un taux de réalisation de 141%. Bravo donc à la DGI, la DGDA et la DGRAD pour tous ces efforts consentis dans la mobilisation toujours croissante des recettes de l'État en dépit du contexte socio-économique difficile. Les cadres et agents de douanes et accises DGDA sont en formation du 13 au 24 juin 2022 sur les instruments douaniers de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. C'est le directeur général adjoint en charge des questions techniques de la DGDA, représentant la directrice générale, qui a donné les coups d'envoi de cette session de formation. Pour Bernard Kabessé Moussangou, cette formation des 12 jours s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités techniques des cadres et agents de la douane congolaise en vue de lutter contre les fraudes douanières dans les contextes de la ZLECAf. C'était dans la salle Fatima, dans la commune de la Gombe. C'est un reportage de Marlène Bassoussou Sessakoumou. Déterminé à remettre les cadres et agents de la douane congolaise au travail dans le processus des réformes douanières pour la maximisation accrue des recettes, le nouveau comité de direction de la Direction générale des douanes et accises DGDA, que dirige Jeanne Blandine Kawanda Walouom, ne lésine pas sur les moyens à mettre en jeu pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement congolais. C'est le sens même qu'il faut donner au lancement de cette première phase de formation à l'intention des cadres et agents de la DGDA sur les instruments douaniers de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Bernard Kabessé Moussangou, en sa qualité de directeur général chargé des questions techniques et réformes de la DGDA, a procédé à l'ouverture de ces assises au nom de la directrice générale empêchée, ce en présence du directeur général adjoint chargé de l'administration et finances, Jean-Louis Baouma. Cet accord avait été ouvert à la signature le 21 mars
2018 à Kigali. Et à ce jour, on peut noter que 54 États africains sur 55 l'ont déjà signé et 45 d'entre eux l'ont ratifié. Les échanges préférentiels dans le cadre de la ZLECAf ont été lancés depuis le 1er janvier 2021 pour les États parties ayant déjà ratifié l'accord et déposé des instruments de ratification à la Commission de l'Union africaine. En ce qui concerne la RDC, notre pays, sa participation à ces échanges préférentiels est imminente dans la mesure où la loi numéro 21/002 autorisant la ratification de l'accord sur la ZLECAf a été promulguée le 14 avril 2021 par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un hommage déférent, et les instruments de ratification de l'accord ont déjà été déposés par le gouvernement de la République selon la procédure usuelle au niveau du secrétariat de la ZLECAf. La ZLECAf, consistant en un marché unique à l'échelle du continent, des biens et services, des affaires et des investissements, favorisera la restructuration des économies africaines. Sa mise en œuvre est un grand pas en avant pour l'Afrique, en montrant au monde que le continent africain est en train de devenir un chef de file de la promotion du commerce international. D'où l'importance pour les cadres et agents de la DGDA d'acquérir les connaissances techniques qui leur permettront de lutter contre les fraudes douanières dans le contexte de la ZLECAf. Bernard Kabessé a précisé l'opportunité de l'organisation de cette session de formation. Une zone de libre-échange est une étape de l'intégration économique régionale essentiellement douanière. Elle prône avant tout la suppression des obstacles tarifaires et non tarifaires existants pour les produits originaires dans le commerce entre les États parties. La ZLECAf est donc un processus à fort enjeux fiscaux et douaniers. Et sa mise en œuvre harmonieuse nécessite, pour les cadres et agents de la douane, une maîtrise parfaite des outils et instruments douaniers mis au point pour son opérationnalisation. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les présentes sessions de formation et de renforcement de capacités à travers lesquelles le personnel de la douane, vous en l'occurrence, vous serez amené à maîtriser, entre autres, les règles d'origine préférentielle de la ZLECAf, permettant de déterminer l'origine des marchandises qui seront échangées entre notre pays et les États parties. Signalons que la même formation se poursuivra en province en vue de doter tous les douaniers de la République des connaissances techniques plus approfondies dans le contexte de la ZLECAf. La deuxième étape concernera les douaniers du Grand Katanga, du Congo central, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la Grande Province orientale, tandis que la troisième étape sera au profit des douaniers du Grand Équateur, du Grand Bandundu, du Maniema et des Kasaï oriental et occidental. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a procédé le mardi 14 juin à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, à l'inauguration des 2 usines et à la pose de la première pierre des constructions d'une unité de production des câbles électriques en cuivre et en aluminium, ainsi que des poteaux électriques de l'entreprise Mining Engineering Service. La première usine inaugurée, Congo Piping, est spécialisée dans la fabrication de la tuyauterie industrielle et domestique sur base de polyéthylène. La seconde usine produit de l'huile de qualité moyenne provenant du recyclage des huiles usées. Cette huile peut servir de carburant pour des unités industrielles en remplacement de l'essence et du gazoil. Accompagné du directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Jean-Claude Kalenga, le ministre de l'Industrie, a aussi visité une autre usine du même groupe déjà opérationnel qui recycle des batteries usées et mitraille de cuivre. Cette dernière usine avait reçu un appui financier du FPI.
Dans la province du Haut-Katanga, à Lubumbashi, le groupe Mining Engineering Service, MES, lui-même, membre du groupe Somika, se distingue dans le secteur de l'industrie. Le mardi 14 juin 2022, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, s'est fait accompagner de plusieurs personnalités, notamment le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, Jean-Claude Kalenga, a procédé à l'inauguration de l'usine de production Congo Piping, qui est spécialisée dans la fabrication de la tuyauterie industrielle et domestique sur base du polyéthylène. Cette usine aura une capacité de production de 50 000 tonnes par an. Les tuyaux en polyéthylène de haute densité H2PE sont parmi les principaux moyens de transport de fluides, notamment de l'eau, des produits chimiques et de gaz. L'un des avantages de l'utilisation de ces tuyaux en H2PE est qu'ils sont non corrosifs et 6 à 8 fois plus légers que le tuyau classique fait en fonte et en fer galvanisé. Congo Piping a aussi sollicité du FPI un accompagnement financier pour le renforcement des capacités de sa production. Le dossier est en cours d'analyse pour un éventuel financement. Le groupe MES, qui tient à se distinguer dans le développement de projets industriels dans la province du Haut-Katanga, innove davantage avec la création d'une nouvelle usine. Il s'agit de Congo Câbles et Transformers. Cette dernière va mettre à la disposition des consommateurs des câbles électriques en aluminium et en cuivre, des barres de suspension en cuivre, des poteaux électriques et des transformateurs. On parle, bien entendu, d'une fabrication locale et non d'une importation. Le ministre de l'Industrie a procédé à la pose de la première pierre de cette usine dont la mise en service est également prévue avant fin 2022. Rendez-vous décembre 2022. Enfin, le groupe MES, en appui à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans son volet gestion de l'environnement et de développement industriel pour une économie autosuffisante, a déjà rendu opérationnelle une autre usine qui fait le recyclage des huiles usées de l'industrie minière et de recyclage des mitrailles de cuivre pour, respectivement, la production de fuel oil, soit 6000 kilolitres l'an, et de barres de cuivre. Cette branche du groupe MES, qui a reçu un accompagnement financier du FPI pour son parachèvement, a aussi été visitée par la délégation venue de Kinshasa. Julien Paluku Kaongia, ministre national de l'Industrie, a saisi l'occasion pour inviter d'autres opérateurs économiques à emboîter le pas à l'entreprise MES dans le processus de transformation locale des ressources de la RDC, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de la RDC. Nous avons été heureux de recevoir cette panoplie de projets, y compris celui de la fabrication des PVC, des tuyaux à haute densité, parce que quand vous voyez que ce soit le secteur minier ou même de l'eau, le pays ne peut pas faire des addictions d'eau potable si il n'a pas une capacité intérieure de production de ses propres tuyaux. Et donc c'est cette société qui va nous aider à le faire. Voilà pourquoi nous sommes arrivés ici, pour montrer l'accompagnement de l'ensemble du gouvernement, l'accompagnement du président de la République et l'invitation des autres opérateurs économiques à pouvoir faire comme eux. Parce que le plus souvent, on nous accuse ou on nous interpelle de ne soutenir que les opérateurs économiques étrangers. Comme si nous interdisions aux nôtres et aussi d'avoir des initiatives. Je voudrais inviter les nôtres à avoir des initiatives. Le fonds de promotion de l'industrie est créé pour tout opérateur économique, sans couleur. Qu'il soit national ou non national, s'il a un projet bancable qui soit à même de nous apporter une plus-value, il va bénéficier de cela. Donc je voudrais vous inviter, les opérateurs économiques nationaux aussi, d'avoir de l'imagination, parce que ce pays ici a d'abord l'avantage de ces 100 millions de consommateurs.
Donc on doit avoir une vision là, pour permettre que même au-delà de son existence, au-delà de soi, qu'on permette aux générations qui viendront de comprendre qu'à un moment de l'histoire, il y a eu des gens qui ont pensé à leur avenir. Le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga, a pour sa part rassuré l'assistance que son institution, le FPI, ne se lassera pas de financer des projets bancables pour le développement d'un circuit industriel intégré. Je voudrais simplement reconnaître notre cheminement commun avec le groupe Someki. Nous avons accompagné le groupe dans plusieurs financements et le comportement des industries qui constituent ce groupe a été toujours exemplaire. Voilà pourquoi nous sommes toujours ensemble. Nous avons participé activement au financement de cette industrie que nous allons inaugurer aujourd'hui et nous espérons encore, s'ils continuent à respecter toujours nos conditions, toute la litanie d'industries qu'ils veulent inaugurer, nous serons là pour les accompagner. Et je crois aussi que c'est une satisfaction pour nous parce que cela rentre dans le cadre du plan directeur du gouvernement d'industrialisation. Vous savez que la politique de notre ministre, c'est celle de réindustrialiser le Congo. Et ici, nous avons un exemple typique dans le sens de ce que nous devons fournir comme effort pour que notre pays ne soit pas toujours dépendant des importations, mais qu'il soit en mesure de satisfaire la grande industrie lourde, l'industrie minière, avec des intrants et des matières qui permettent à ce que cette industrie fasse profiter à toutes les appendices de son développement et de son explosion actuelle. Voilà pourquoi je suis à l'écoute et je reste ouvert aux requêtes que le groupe va nous introduire pour pouvoir y donner satisfaction. Ici est aussi de préciser que les investissements du groupe MES en République démocratique du Congo ont contribué à la création de plus de 600 emplois aujourd'hui, avec une projection de plus de 1000 emplois dans le jour à venir. L'inspection générale des finances IGF a sensibilisé jeudi 16 juin 2022 les acteurs de la société civile congolaise engagés dans la lutte contre la corruption. C'était lors de la 7e journée des échanges citoyens tenue au siège de cette institution. Objectif, créer un cadre de concertation et de mutualisation des efforts pour contrecarrer la prédation dans la gestion de la res publica. Images et commentaires. L'espace professeur Malembe de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication UFASIC a servi de cadre à l'inspecteur général de finances, chef des services Jules Alingué-Tekei pour conférer avec les corps professoral et les étudiants sur la lutte contre les détournements de deniers publics en République démocratique du Congo. Le recteur de l'UFASIC, Jean-Richard Kambay, le secrétaire général académique Arthur Yenga ainsi que les étudiants de l'UFASIC, tous ont écouté religieusement l'exposé du patron de l'IGF. Son intervention au cours de cette conférence débat organisée par l'UFASIC s'est focalisée sur la gestion de la chose publique. L'IGF face au processus de construction d'un équilibre financier générateur de stabilité et de prospérité. Je voudrais d'emblée vous dire, il est illusoire de parler du développement sans qu'il y ait intériorisation de la notion de contrôle. Toutes les statistiques internationales démontrent qu'il y a une corrélation directe entre la corruption et le sous-développement. Plus la corruption est enracinée dans une société, dans une économie, plus cette économie ou cette société sera sous-développée. Vous pouvez faire une analyse, d'un côté classer les pays les plus corrompus, de l'autre côté les pays les moins développés. Vous allez voir cette corrélation. C'est pour autant dire que les détournements des deniers publics et la corruption sont des vecteurs
de sous-développement. Le sous-développement que notre pays a vécu depuis des années n'était en réalité que la manifestation des détournements et de la corruption qui était devenue endémique et qui était même dans l'ADN des gestionnaires publics. On a eu affaire à des gestionnaires publics nés dans la corruption, grandis dans la corruption, et si cette lutte contre l'impunité n'était pas déclenchée par le chef de l'État, ils devaient mourir dans la corruption, comme si en quittant cette terre, ils auraient pensé que la corruption était un phénomène normal. Rempli d'allégresse, Jules Alinguete a estimé que cette journée s'accommode avec les journées des champs citoyens dans le cadre de la lutte contre l'impunité. L'inspection générale des finances existe pourtant depuis 30 ans. Il fallait juste une volonté politique et un acteur de taille pour accomplir les tâches et missions de cette institution afin d'aboutir aux résultats. Comme vous allez le constater, nous avons affaire à de véritables prédateurs, criminels économiques et délinquants. Il fallait justement une véritable volonté politique et un acteur très haut déterminé à déclencher ce processus. Voilà pourquoi nous lui sommes extrêmement reconnaissants pour cette vision de la lutte contre l'impunité placée comme un des piliers importants de sa mandature. Le professeur Arthur Yenga, secrétaire général académique et deuxième intervenant du jour, a abordé le sujet de la communication sur la perception de l'impunité contre le détournement de deniers publics. Il a affirmé que l'actif de l'IGF, il n'y a plus de silence en rapport avec les détournements. De son côté, la coordination estudiantine de l'IFASIC, représentée par la vice-présidente Joséphine Mawete, a martelé sur l'importance de la lutte contre la corruption dans le milieu universitaire. Placé sous l'autorité directe de la présidence de la République, l'IGF s'est résolument engagé dans la lutte contre les détournements des fonds publics. Composé de 260 inspecteurs de finances, l'IGF a déjà révélé plusieurs cas avérés ou présumés de dérapage dans l'utilisation de l'argent des contribuables. Sa patrouille financière est tellement efficace à tel point qu'elle dissuade d'éventuels détourneurs de deniers publics. Et puis, les 19 et 26 août prochains, il sera organisé une formation en système comptable OADA, Cisco-OADA. Cette session de formation de 2 jours, organisée par le cabinet Maître Ntedika, sera assurée par d'éminents orateurs, parmi eux les doctorants en Cisco-OADA et normes IPSAS, formateurs à l'école régionale supérieure de la magistrature ERSUMA de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA, Feli Luindula Mavambo. Il assurera également la formation comptable et financière. Les enseignements seront axés entre autres sur l'aperçu général du droit OADA, droit comptable et information financière, droit de l'arbitrage, procédure contentieuse de la Cour commune de justice et d'arbitrage et bilan des 10 ans de droit OADA en RDC. Ces sessions ont commencé dès l'adhésion de la RDC à l'OADA dans le but de renforcer les capacités des participants et le mettre à jour par rapport aux amendements perpétuels des actes uniformes de l'OADA. Les participants sont des ressortissants des 17 pays membres de l'OADA intéressés par les droits des affaires en Afrique. Sachez que ce forum international est sanctionné par un brevet reconnu par la Commission nationale de l'OADA RDC. Les inscriptions sont en cours au plus 243 89 49 177 081 91 21 536 et 084 053 89 40. La société Okeplast est déterminée à rendre la ville de Kinshasa plus propre comme avant grâce à sa stratégie mise en place qui est l'achat des bouteilles plastiques dans les différentes communes de Kinshasa. Pour vous en rendre compte, je vous propose de suivre donc cet élément. Parce que recycler les déchets plastiques, c'est protéger la nature de manière responsable.
totala kozwa milangi boye ozwi yango ndenge tozozwamisaka plastike ozotia awa soki omemi boye kitoko azorekipere yango nyonso oke nango bapeze yango ozozwa mbongo na yo kashe eza ya likukuma te. Ensemble, avec Kintoko, rendez vos efforts d'assainissement rentables. Kintoko, je rends ma ville propre et je gagne de l'argent. À la primature, la réunion du comité des conjonctures économiques présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a indiqué que l'économie congolaise reste résiliente avec un taux de change stable autour de 2004 francs congolais les dollars américains et des réserves de change au beau fixe autour des 3,9 milliards de dollars américains. Et puis, deuxième réunion de ministres de la Justice des États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le chef du gouvernement a fustigé les comportements de certains pays membres de soutenir la situation d'insécurité qui sévit dans la partie est de la RDC. Au cours de la réunion du comité des conjonctures économiques présidée jeudi 16 juin 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à la primature, il se dégage que la situation économique du pays reste résiliente étant donné que l'économie résiste tant bien que mal face aux différents chocs extérieurs dus notamment à la pandémie à Covid-19, à la guerre en Ukraine et à l'agression du pays par les Rwandais. Nous avons constaté en gros que notre économie reste quand même suffisamment résiliente et aujourd'hui le taux reste stable autour de 2004 francs contre un dollar américain à l'officiel et 2039 francs contre un dollar au parallèle. Donc ce qui est une bonne stabilité. Les réserves de change restent au beau fixe autour de 3,8 milliards, ce qui est une bonne chose. Nous avons également examiné les effets des décisions qui ont été prises pour maintenir un certain niveau de prix et lutter contre l'inflation importée, notamment les mesures qui ont été prises pour neutraliser la TVA. Le ministre des Finances a fait son rapport au comité et on a constaté que à peu près 52% des entreprises ont respecté la mesure pour maintenir le prix et même voir les rabaisser. Mais il y a un certain nombre d'entreprises qui représentent plus ou moins 48% qui n'ont pas respecté. Les instructions ont été données au ministre des Finances pour sévir et faire redresser ces entreprises-là de manière à ce qu'ils payent à l'État le manque à gagner. Et il va poursuivre et renforcer le contrôle de manière à ce que les gens puissent faire bénéficier à la population la décision qui a été prise. Au nom du président de la République Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef du gouvernement a ouvert jeudi 16 juin 2022 les travaux de la deuxième réunion de ministres de la Justice des États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. Cette deuxième réunion était l'occasion pour les États membres de la CIRGL d'identifier les actions prioritaires à entreprendre pour une justice forte dans la région des Grands Lacs afin de mettre fin à l'impunité et rendre justice aux victimes des crimes les plus graves dans la région des Grands Lacs. Doit-on pour autant céder au découragement quand on tient compte du noble objectif pour lequel cette organisation sous-régionale a été créée? La réponse est non. La CIRGL présente plusieurs atouts, car elle est l'unique organisation sous-régionale africaine qui réunit en son sein 12 États appartenant à différentes communautés régionales, à savoir la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, la Communauté de l'Afrique de l'Est, CEA, à laquelle la République démocratique du Congo a adhéré il y a peu. Et enfin, la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. En effet, le trait d'union entre ces trois grandes organisations et rassemble toutes les parties prenantes de la région des Grands Lacs. Ainsi, la CIRGL apparaît-elle comme l'une des organisations sous-régionales, à même non seulement de mettre fin au conflit, mais également
de stopper la recrudescence de la criminalité transnationale grâce à son protocole sur la coopération judiciaire. Je ne saurais terminer mon propos sans rappeler les derniers engagements pris à Nairobi en mai 2019. Ceci constitue le fondement même de la coopération judiciaire dans une région appelée à lutter contre l'impunité, à réprimer la criminalité transnationale organisée et à promouvoir ainsi l'état de droit en tenant compte des bonnes pratiques reconnues internationalement. 6 jours durant, les rois belges et la reine Mathilde ont communié avec les Congolaises et Congolais au cours d'une visite officielle inscrite dans le cadre de la relance et de la coopération culturelle et économique entre les deux pays. C'est à Bukavu, au Sud Kivu, le couple royal belge a bouclé sa tournée en République démocratique du Congo avant de prendre son avion à l'aéroport international de Luano à Lubumbashi dans la matinée pour regagner Bruxelles en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Comment répartir les recettes allouées aux communes de Kinshasa et créer un fonds d'appui au secteur agricole dans la ville de Kinshasa? L'honorable Magloire Kabemba a à cet effet présenté dernièrement 2 propositions dédiées devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa. De quoi s'agit-il? Les détails avec Marlène Bassoussou-Sessakouma. Ce sont 2 propositions dédiées présentées par l'honorable Magloire Kabemba le 1er juin 2022 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le premier dit porte sur la répartition des recettes allouées aux communes de Kinshasa, alors que le second porte sur la création du fonds d'appui au secteur agricole de la ville-province de Kinshasa. S'agissant du premier dit, cet élu provincial fait remarquer qu'il s'agit des modalités de répartition de la part des recettes à caractère national, ainsi que de recettes des impôts, taxes, droits et redevances provinciaux et locaux d'intérêt commun alloués aux entités territoriales décentralisées. L'honorable Magloire Kabemba fonde son raisonnement sur la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques et de l'ordonnance loi numéro 18/004 du 18 mars 2018, fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l'entité territoriale décentralisée, ainsi que les modalités de leur répartition. D'ailleurs, l'article 226 de la loi relative aux finances publiques stipule, je cite, la répartition des 40% des recettes à caractère national entre les entités territoriales décentralisées et fonction des critères de capacité contributive, de la superficie et du poids démographique. La répartition des impôts et taxes provinciaux d'intérêt commun est déterminée par les lois qui les créent. Fin de citation. Quant au second édit portant sur la création du fonds d'appui au secteur agricole dans la ville de Kinshasa, l'honorable Kabemba est d'avis que l'agriculture est considérée comme le moteur de la croissance économique d'un pays. Et pourtant, le secteur est relégué au rang des parents pauvres en RDC et ne bénéficie que de très peu d'attention de la part des pouvoirs publics en termes d'appui budgétaire et même de financement par les institutions financières. D'où la nécessité pour l'élu de Kinshasa de soutenir la Confédération nationale des paysans et agriculteurs du Congo CONAPAC en général et la Fédération des paysans et producteurs agricoles de Kinshasa FEPAKIN. Ce qui m'a motivé, c'est le fait que le secteur agricole montre de parents pauvres. Le secteur agricole n'est pas financé dans notre pays, en particulier dans la ville de Kinshasa. Les exploitants agricoles éprouvent beaucoup de difficultés pour accéder au crédit, pour accéder au financement. Or, le secteur agricole, c'est le secteur qui est le moteur de croissance économique dans tout pays. C'est le secteur qui est le plus diversifié, qui emploie le plus qui offre le plus de possibilités d'emploi et qui devrait contribuer à près de 40% au PIB, donc produit intérieur brut de notre pays. Nous avons beaucoup d'atouts en matière d'agriculture. Tout le monde le chante. Nous disposons de 80 millions d'hectares de terres arables qui sont vacantes. Pratiquement 10% seulement de ces 80 millions d'hectares sont exploités annuellement. Nous avons un climat qui est très favorable, une pluviométrie. Nous avons une population qui est jeune, qui est active. Et l'agriculture, comme vous le savez,
peut procurer à notre pays aussi des rentrées importantes de devises. Les atouts qui regorgent le pays en termes agricoles doivent faire de la RDC un grenier du monde et exportateur de produits agricoles et non le contraire. Mesdames et messieurs, la ville-province de Kinshasa fait face à un sérieux problème d'érosion dans certains quartiers de la ville. Ces érosions, qui sont en majorité entourées par des habitations, ont été transformées en décharges publiques avec toutes les conséquences sur la population environnante. C'est le cas du quartier d'Elvo, dans la commune d'Ingalima, où se trouve présentement une érosion qui reçoit des immondices venant de partout. Cette décharge des ordures publiques dégage des odeurs nauséabondes, exposant ainsi la population au danger sur le plan sanitaire. Ces immondices sur les sites érosifs sont à la base même de la paralysie des activités économiques dans ces milieux pollués et environnant ces décharges publiques, comme vous allez vous en rendre compte dans ces reportages de Geneviève Mizegele Katengesia sur les images de Landrine Nyagi-Lostine. Dans cet enclos de l'église Kimbangis au quartier d'Elvo, dans la commune d'Ngaliema, loge depuis plus de 2 décennies un site érosif appelé Mataba. Cette érosion, longue de plus de 2000 mètres, est une menace permanente pour les habitations du coin et la route Matadi qui court le risque de se couper en deux. Pour arrêter la progression des érosions, l'hôtel de ville de Kinshasa n'avait pas d'autres options que de transformer ces sites de Mataba en une décharge publique comme l'unique solution. Mais hélas. Cette érosion-ci était déjà au niveau du prince. D'abord, les princes ont prenait vers l'église catholique pour monter Ipen au Pigeon. On passait par l'église catholique pour passer triangle, vous allez à Lipen ou à Pigeon. Maintenant, on a récupéré. Nous passons maintenant dans leur voie normale. Malheureusement, cette option de transformation de ces sites érosifs en décharge publique par l'hôtel de ville de Kinshasa est très mal appréciée par la majorité des riverains qui vivent aux alentours de ces dépotoirs. Les odeurs nauséabondes sont insupportables. En tout cas, le boulot à Delvaux, maman, ils ont dérangé ma casse. Je connais beaucoup cachiné. Sans cachiné, à respirer. Dans le boulot, ils ont dérangé ma casse. Donc, en tout cas, pour l'érosion, et stopper qu'on pousse dans les gens à principe. Et on moni ba full wana ba koma ko boaka et comment ko déranger population donc moyen de vivre à côté ça. En tout cas, ngai na ko senga na mokonza mboka azwana notion ya awawa. Gouverneur na biso ya ville ya Kisasa, Gentini Ngobila. Atambula pena partout à vérifier la situation ya Kisasa ndeni to lekela pour to vivre bien té. Passer ça na mboka, mbongo zo mona na té, full o sous ces opesa ba maladie. Si tu dois consommer ba solo on habite le biso qui to beli. Nani retraité biso ba mbongo to kozwa api. Donc bazora courage na makasi ya otala na full o bazona solution na ngopo. Moyen ba tu vas vivre ça na habite so maternité za pembeni ya mbinza. Ba bébé o bazobota masika na habite ba respirer ndeni po solo o eleki makasi. Cette effrayante érosion, accompagnée d'immondices avec une puanteur indescriptible, n'a pas que des conséquences négatives sur la santé humaine et l'écosystème, mais aussi sur les activités économiques de ce milieu. Les boules érosion ont dérangé ma casse, mon pépé nango, oko bela typhoïde, ato lati kachine zo kota kaka, tozo supporter te, ato fandi libando to koti na maison zo kote la moyen ko vivre zate. Ba client ba kota mais libulo ils ont empêché mikolo ba client ba kota bien te, bazo leka leka ba solo ba miso ba ko kote le maté. Situation eza mabe faut ba konzi ba ko luka soso ba bongisela biso pona soki na tiki musala pona solo na ko vivre ndeni. 2 mois déjà ngoyo côté ka eza bien te parce que solo. Moi, ça fait 10 ans que je suis ici. Mais tout le temps, même les gens, quand ils passent, ils sont en train de crier solo, ça nous dérange. Alors, il y a des hôpitaux à côté, les gens qui vendent à côté, donc ça nous dérange vraiment, nous ne sommes pas à l'aise. Mais on a fait des réclamations. Moi, la fois passée, même la bio, elle est passée ici. Ils m'ont interrogé pour ça. Mais jusque-là, il n'y a pas de réaction. Ça diminue même la clientèle. Il y a d'autres personnes qui, s'ils veulent s'arrêter, quand ils voient comme ça, alors ça ne les plaît pas, ils passent. Donc ça nous dérange vraiment. D'après les responsables de ces sites,
Pour éradiquer les problèmes liés aux odeurs nauséabondes dans les sites de décharge publics, le gouvernement doit disponibiliser d'une structure chargée d'extraire les gaz carboniques qui dégagent ces ordures dans ces sites afin que la population retrouve leur vie normale. Il y a seulement des moyens. D'après moi, si on peut avoir celui qui peut se battre la poitrine, il va nous amener la terre au lieu d'amener les immondices. Il nous amène de la terre, des sables. Là, on va jeter dans l'érosion. Là, on n'en disconvient pas. On ne va pas encore accepter que les immondices viennent ici. De deux, où les immondices peuvent être ici, peuvent venir ici, mais on peut les dégazer, enlever les gaz. Les gaz aussi, c'est de l'argent. Si le gouvernement était souple, ça c'est de l'argent. D'après certains experts en environnement, la transformation des sites érosifs en décharge publique n'est pas une solution durable pour freiner les attaques érosives. Car en se décomposant, ces immondices produisent du lexivia qui aggrave davantage l'érosion. Cet élément nous amène à vulgariser les actes générateurs des recettes non fiscales de l'État relevant de ces secteurs environnementaux, des recettes encadrées et ordonnancées par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard. Ruth Kambaji pour la lecture. Voici les actes générateurs des recettes non fiscales de l'État relevant du secteur de l'environnement sous l'encadrement de la DGRAD, conformément à l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central. La taxe est sur le permis d'exploitation des produits et sous-produits de la faune sauvage, capture, abattage, importation, exportation ou réexportation, et de la flore sauvage, récolte, exportation d'espèces végétales ligneuses et non ligneuses, grumes et bois sciés. La taxe est sur les certificats de légitime détention des produits de la chasse, animaux totalement ou partiellement protégés, autres animaux, trophées. La taxe est sur les installations classées des catégories 1A, parmi lesquelles la taxe d'implantation, la taxe rémunératoire annuelle et la taxe de pollution. Les taxes à l'exportation sur délivrance d'un certificat phytosanitaire et sur délivrance des certificats d'origine. La quotité du trésor public sur la taxe des déboisements, les permis de coupe de bois industriel, la redevance sur superficie concédée, la taxe d'inventaire et de reconnaissance forestière, la taxe d'homologation d'une organisation non gouvernementale nationale et internationale, et enfin, la taxe sur la délivrance d'une autorisation d'achat, de vente ou d'exploitation de bois d'œuvre. Voilà les droits, taxes et redevances du pouvoir central relevant du secteur environnemental sous l'encadrement de la DGRAD. Jetons un coup d'œil sur les différents marchés de la ville de Kinshasa pour voir comment se sont comportés les prix des quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 18 juin 2022 dans cet élément préparé par Naomi Makwela Echune. Les tendances de prix des denrées alimentaires de grande consommation demeurent volatiles sur les différents marchés de la ville de Kinshasa. Concernant les cotises de viande, communément appelées mipandi, le prix d'un carton de 10 kg est resté stable à 75 000 francs congolais d'une semaine à une autre au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Hausse par contre au marché Zigida dans la commune de Kinshasa où le coût du même carton de ce produit est passé de 75 000 francs congolais à 78 000 francs congolais. Pour avoir le cotis de viande au marché Gambela dans la commune de Kassavubu, il faut décaisser 77 000 francs congolais. Et enfin, au marché Matete, le prix de 7 dorés revient à 74 000 francs congolais. Du côté légumes, une boule de chou blanc à provenance du Congo central s'est négociée à 1500 francs congolais au marché de la Liberté et Gambela, à 2000 francs congolais au marché Zigida et à 1000 francs congolais au marché Matete. Côté produits secs, sachez que le prix d'un écolo de la farine de manioc en provenance du Kwilu et du Congo central se vend à 1000 francs congolais au marché de la Liberté.
1500 francs congolais au marché Zikida, 1300 francs congolais au marché Gambela et 1200 francs congolais au marché Matete. Pour la semoule de maïs, les sacs de 25 kg coûtent 41 000 francs congolais au marché de Liberté et Gambela, 42 000 francs congolais au marché Zikida et 40 000 francs congolais au marché Matete. Terminons ce tour d'horizon de prix de quelques produits alimentaires de grande consommation avec l'orange, dont un lot de 5 fruits se négocie à 1500 francs congolais au marché de la Liberté et Matete, 2000 francs congolais au marché Zikida et Gambela. Telles sont les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 18 juin 2022 sur le principal marché de Kinshasa. Sur les marchés d'échange, les taux officiels de la Banque centrale du Congo au vendredi 17 juin 2022 a affiché $1 américain à 2004,11 francs congolais, 1 euro à 2008,65 francs congolais, un franc CFA à 3,18 francs congolais et un rand de la monnaie sud-africaine à 124,74 francs congolais. Au samedi 18 juin 2022, au parallèle cette fois-ci, les taux a varié entre 2000 et 2020 francs les billets verts dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'échangeait à 1950 francs, 2000 francs dans plusieurs supermarchés de Kinshasa et 2033 francs congolais, les rois dollars précisément sur l'avenue Lukusa chez Mère Double dans la commune de la Gombe. 2000 francs, c'est les taux observés à Buta dans la province du Bas-Ouélé, à Mbandaka dans la province de l'Équateur, à Mbujimaï dans le Kasaï oriental, à Boma dans le Congo central et à Bunia dans la province de l'Ituri. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kisangani dans la province de la Chopo où $1 américain s'échangeait à 2030 francs congolais. Hausse persistante des prix des produits pétroliers et des minerais sur les marchés internationaux alors que les prix des céréales et autres produits agricoles sont en baisse. C'est ce que nous dit en tout cas Ruben Mayoni-Sakiyunga dans l'évolution des prix des principales matières premières. Baisse persistante du prix du baril du brut sur le marché international. À New York, le baril du brut léger américain WTI a coûté $110,10 américains, soit une forte baisse de 5,91%. Forte baisse également à Londres de 4,43%, le baril du Brent coûtant $113,73 américains. Selon les experts du site prixdubaril.com, les cours du pétrole ont conclu en forte baisse vendredi, plombés par les craintes de récession et les indicateurs décevants aux États-Unis d'Amérique, dans un contexte de resserrement des taux d'intérêt par les banques centrales. Après la baisse de la semaine passée et malgré la crise persistante entre la Russie et l'Ukraine, le prix du kilowattheure du gaz naturel est resté en hausse de 0,59% cette semaine, se vendant à $746 américains. Côté produits miniers, la tonne métrique de cuivre ne parvient toujours pas à remonter la pente de $10,000 américains. Elle s'est négociée à $9,079,90 américains, soit une baisse de 1,97% cette semaine. La tonne métrique du cobalt est en légère hausse de 0,02%, se vendant cette semaine à $72,015 américains. L'once d'or, de son côté, est restée stable à 0,00% depuis plusieurs mois maintenant, se vendant à $1,840,57 américains. Volatilité remarquable sur le marché des produits agricoles. La tonne du maïs s'est négociée à $785 américains en hausse de 1,36%, baisse par contre du côté riz de 1,43%, la tonne coûtant $16,22 américains. La baisse se poursuit du côté du blé de 1,50%, la tonne se vendant à $1,034 américains. La tonne du café a affiché une hausse de 1,51% à $232 américains. Celle du cacao a perdu 0,13% de sa valeur, la tonne se négociant à $2,329 américains. Enfin, la tonne du coton, l'or blanc, a valu $144 américains, soit une hausse de 0,24%.
Ce numéro du magazine Fiscalité et Développement est ainsi terminé. Merci à vous qui nous avez suivis à Mweneditu dans la province de la Lomami. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle et technique qui a concouru à la réalisation de ces derniers. Je cite Didi Mavambu Nombolo Pepe, Naomi Makwela Etune, Jocelyn Babalomba et Peter Lomajesa Okoma. Excellente suite des programmes sur votre chaîne.